Effectivement, on va discuter de noradrénaline et de la façon dont j'imagine qu'on pourrait utiliser aujourd'hui un peu ce vasopresseur en pratique clinique. Pour moi, aujourd'hui, juste un petit sondage entre nous, qui utilise la noradrénaline en routine au bloc opératoire? Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui est une pratique qui est assez large. Deuxième petit sondage rapidement, si on se place dans le contexte d'il y a 4-5 ans en arrière, il y a 4 ou 5 ans en arrière, qui utilisait déjà la noradrénaline? Quelques-uns quand même, mais on s'aperçoit que c'est quand même assez nouveau et que ça évolue. Je vous déclare mes liens d'intérêt juste pour vous dire que je n'ai pas de choses qui vont interférer avec mon propos au sujet de la noradrénaline. Alors, juste avant de commencer, Marc-Olivier en a parlé un petit peu tout à l'heure. Et puis si vous étiez avec nous ce matin sur la session hémonique, on en a beaucoup parlé. Quand on donne un médicament, la noradrénaline par exemple, ou un bolus de fluide également, on en attend un objectif très particulier. Et typiquement, quand on donne un vasopresseur, qu'il soit alpha pur ou qu'il ait également des propriétés bêta-adrénergiques, c'est a priori parce qu'on estime qu'il y a un déficit de pression, notamment un déficit de pression de perfusion au niveau de l'organe. Et vous savez que la pression de perfusion de l'organe, elle tient compte de la pression artérielle moyenne. Donc évidemment, il va falloir qu'on maintienne ou qu'on atteigne un objectif de pression artérielle moyenne. Mais ce n'est pas le seul paramètre, puisque de fait, la pression de perfusion, elle dépend de ce qui est en amont, mais également de ce qui est en aval. Et en aval, vous voyez qu'il y a des notions dont on va reparler un petit peu plus tard. Il y a la pression systémique moyenne et la pression veineuse centrale. En clair, un objectif de pression artérielle moyenne donnée peut très bien ne pas correspondre à l'objectif et la situation clinique présentée par le patient. Typiquement, dans une situation où le cœur est un peu dysfonctionnant, où la pression veineuse centrale est un peu élevée, un objectif donné de pression artérielle moyenne de 65 ou 70 ou 75, que sais-je, peut ne pas satisfaire. Et donc c'est un ensemble qu'il faut interpréter, et un objectif unique de pression artérielle ne correspondra probablement pas à la situation pour 100% des patients dont vous prenez en charge. Le deuxième point, et on en a parlé également un petit peu ce matin, c'est que débit et pression sont indissociables. Et satisfaire à des objectifs hémodynamiques, c'est évidemment, et on le fait tous régulièrement, optimiser le niveau de pression artérielle de notre patient dès lors que l'on estime que la pression est insuffisante à la situation clinique présentée, mais ça ne peut pas être indépendamment du débit cardiaque. Et l'un comme l'autre sont essentiels pour assurer des objectifs physiologiques de base, à savoir assurer l'élimination notamment des produits qui vont être produits à l'issue par le métabolisme du patient. Et garder en tête cette formule-là, la pression artérielle moyenne, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances vasculaires systémiques, auquel généralement on associe la pression veineuse centrale, que je vous propose de garder dans un coin de vos têtes, mais qu'on va négliger pour la réflexion. En clair, une pression artérielle moyenne donnée, un niveau de pression artérielle donné, ne garantit pas et ne garantira jamais que votre débit cardiaque est optimal à la situation clinique présentée par le patient. L'inverse est évidemment vrai aussi. Un débit cardiaque donné ne garantit pas que la pression artérielle est adaptée. Et donc, de fait, les deux sont indissociables. Et je pense que dès à présent, on pourrait s'entendre autour de l'idée qu'il est probablement totalement illogique d'imaginer administrer quelque vasopresseur que ce soit de la noradrénaline ou de la phényléphrine ou de la vasopressine, enfin quelque vasopresseur que ce soit, sans un monitorage objectif du débit cardiaque. Après, on peut discuter de la méthode de mesure du débit cardiaque adaptée à la situation clinique, mais se passer de cette information, c'est mésestimer des informations importantes, et je vais essayer de vous montrer que d'administrer de la noradrénaline, par exemple, encore une fois, ça peut très bien s'accompagner d'une chute du débit cardiaque, et si votre débit cardiaque chute alors que vous augmentez la pression artérielle, eh bien vous avez les effets négatifs potentiels qui vont évidemment avec. Et ça tient compte, évidemment, cette relation du débit et de la pression d'un certain nombre d'autres informations. La première d'entre elles étant évidemment le niveau de résistance vasculaire systémique de votre patient. À un instant T, si on prend une information de débit cardiaque, en fonction du niveau de résistance vasculaire systémique, que les résistances vasculaires soient basses ou hautes, ça va évidemment conditionner le niveau de pression artérielle moyenne. La pression artérielle moyenne sera élevée si les résistances sont élevées, et à l'inverse, la pression artérielle moyenne sera basse si les résistances vasculaires systémiques sont basses. C'est la même chose dans l'autre sens. Pour un niveau de pression artérielle moyenne donné, si les résistances vasculaires systémiques sont élevées, le débit cardiaque sera bas,
et à l'inverse, le débit cardiaque pourrait être bas si les résistances vasculaires systémiques sont elles-mêmes plus basses. L'un ne peut pas être dissocié de l'autre, le débit cardiaque ne peut pas être dissocié de la pression artérielle moyenne, et il est impossible d'estimer le débit cardiaque à partir d'une valeur unique de pression artérielle moyenne. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous faut monitorer les deux. Vous monitorez en routine la pression artérielle, systémique, systolique, diastolique, moyenne. Il faut apprendre, il faut qu'on apprenne collectivement à mesurer plus systématiquement le débit cardiaque. Sinon, on fait collectivement des bêtises et on expose un certain nombre de nos patients, malheureusement, à des diminutions de débit cardiaque qui ne sont évidemment pas souhaitables. Vous savez aussi que les organes ont une capacité d'autorégulation qui n'est pas infinie, mais qui existe quand même pour une gamme de pression qui peut être conséquente. Hein. Donc là, c'est des variations, vous voyez, de pression de perfusion au niveau d'un organe donné. Prenons l'exemple du rein si on veut. Toujours est-il qu'entre cette valeur-là et cette valeur-là de pression de perfusion, le débit sanguin au niveau de l'organe est maintenu constant parce que les vaisseaux, l'organe a la capacité d'ajuster le calibre de ces vaisseaux. Et donc, typiquement, quand la pression monte, le vaisseau se vasoconstricte de façon à maintenir le débit standard, le débit constant. Pour autant, à partir d'un certain point de pression, de perfusion, et donc de fait un certain point de pression artérielle moyenne, le débit va devenir directement dépendant de la pression de perfusion. Et donc si on ne maintient pas un niveau de pression de perfusion suffisante, et de fait ça a des traductions sur le débit. Et enfin la deuxième et dernière information sur cette affaire d'autorégulation, c'est que chez certains patients, et notamment les patients hypertendus, on sait depuis longtemps qu'il y a possiblement un petit déplacement vers la droite de cette courbe d'autorégulation, ce qui veut dire que le point de pression à partir duquel le débit devient dépendant de la pression, ou la pression dépendante du débit, est un peu plus élevé, ce qui pourrait laisser penser que chez certains patients, peut-être il faut se fixer des objectifs de pression un peu plus élevés, mais on dépasse le cadre de la réflexion du jour. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin de vasopresseurs? Et je suis sûr que vous les utilisez à bon escient, mais c'est aussi parce qu'on a un certain nombre de travaux qui nous ont informés ces dernières années du risque potentiel d'exposition des patients à certains niveaux de pression artérielle, et notamment une pression artérielle qui pourrait être insuffisante. Alors je ne vais pas vous faire de façon exhaustive la totalité de la littérature existante sur le sujet, mais enfin quand même on dispose d'un certain nombre de travaux suggérant au minimum une association statistique entre des niveaux de pression insuffisants et l'apparition d'insuffisance rénale potentielle, des dommages myocardiques potentiels également. Et les choses peuvent aller assez vite, ce d'autant que quand on parle d'hypotension, il y a certes la sévérité de l'épisode, c'est-à-dire la profondeur de la diminution, mais également le temps passé en hypotension qui est important. Et on a la possibilité de modéliser la quantité de temps passé sous un niveau de pression artérielle par ce qu'on appelle le TWA. Le TWA, ça veut dire le Time Weighted Average, c'est la quantité de temps rapporté en hypotension à la durée totale de l'intervention, si vous voulez. Et il a été assez régulièrement, en tout cas, rapporté l'apparition d'un risque pour des durées finalement cumulées d'hypotension pas si importantes que ça. Et en l'occurrence, dans ce travail, 10 minutes ou plus en cumulé donc sur l'intervention chirurgicale, d'après ce travail, suffisent à être associés à une augmentation du risque de mortalité dans les 30 jours qui suivent la fin de l'intervention. Alors évidemment, on parle d'association statistique. Ça ne veut pas dire que c'est une preuve de causalité, mais en tout cas, il y a une association statistique qui existe entre ce temps passé en hypotension et le chiffre de mortalité. Il y a beaucoup de littérature sur la dysfonction d'organes, notamment sur la dysfonction rénale. Je vous présente ce travail qui est tout récent, qui vient juste d'être publié également dans le BJA. Il semblerait quand même que l'hypotension artérielle soit certes responsable de dysfonction d'organes et notamment de dysfonction rénale dans les premières journées post-opératoires, mais puisse être également l'élément déclenchant d'insuffisance rénale persistant au-delà de la période périopératoire. Et de ce travail, vous voyez, ils avaient exclu de l'analyse tous les patients qui présentaient une insuffisance rénale à un point de temps donné uniquement dans les 7 premiers jours. Et ils ont été regardés quels étaient les patients qui, par contre, avaient des insuffisances rénales qui persistaient au-delà du 7e jour et jusqu'au 90e jour post-op. Et il y avait une association entre hypotension et survenue de cet événement de dysfonction rénale persistante en post-opératoire. Les choses peuvent aller également assez vite, puisque dès 1 à 5 minutes d'hypotension, on retrouve une association statistique, encore une fois, avec un risque de dysfonction d'organes secondaires. Et les choses peuvent arriver même alors que le chirurgien n'a même pas commencé à travailler. Et
là, c'est de l'hypotension qui nous est directement imputable, enfin dont la responsabilité nous est directement imputable. Donc 42 000 patients et quelques de la Cleveland Clinic, ils ont regardé quelle était la fréquence des événements hypotensifs dans la période d'induction immédiate, post-induction immédiate de l'anesthésie. Un tiers de ces événements hypotensifs, vous voyez, surviennent alors même que la chirurgie n'a pas encore réellement commencé. Donc c'est ce qui se passe entre l'induction et le début de l'intervention chirurgicale. Et malheureusement, ces événements hypotensifs aussi, sont associés à de la dysfonction d'organes potentiels secondaires en post-opératoire et notamment de la dysfonction rénale. Et donc toute minute compte, et il y en a une partie évidemment qui nous est directement imputable. C'est pas que la chute de pression artérielle parce que le chirurgien a fait une bêtise, a coupé un vaisseau et ainsi de suite. C'est aussi ce que l'on génère nous en termes de morbidité. Et donc, il y a des éléments de réflexion. Alors, ce n'est pas une preuve et ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans le marbre, hein, mais en tout cas, un consensus qui a été proposé au niveau international pour dire qu'il faudrait probablement maintenir la pression de perfusion, enfin la pression artérielle moyenne, entre 60 et 70 mm de mercure, parce qu'en dessous, il y a un risque potentiel de dysfonction d'organes et que, évidemment, la sévérité dépend également de la durée de l'épisode d'hypotension. Et on n'est pas si éloigné, finalement, des recommandations de l'ASFAR. Et puis vous savez que l'ASFAR, en 2016, a édité des recommandations proposant également de se fixer pour cet objectif de prévention du risque de dysfonction rénale, de maintenir la pression entre 60 et 70 mm de mercure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir besoin de vasopresseurs concrètement, quoi. Et vous l'avez bien noté, puisque vous-même utilisez de façon assez large des vasopresseurs. Pourquoi est-ce que je considère que la noradrénaline est probablement aujourd'hui le vasopresseur qui répond le mieux au cahier des charges? Je vais essayer de vous l'expliquer et essayer de vous présenter la façon dont je propose que ça soit fait. Alors pourquoi est-ce que ça fait mieux le travail que la phényléphrine? Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire de phényléphrine, simplement il faut avoir connaissance des effets indésirables potentiels de la phényléphrine, effets indésirables qui ne sont probablement pas les mêmes avec la noradrénaline en tout cas. En termes de satisfaction à des objectifs de pression artérielle, la phényléphrine fait aussi bien que la noradré. On arrive très bien à monter la pression artérielle avec de la phényléphrine, évidemment. C'est un vasoconstricteur qui a des propriétés alpha pures, donc ça n'a une action que sur les récepteurs alpha, alors que la noradrénaline, vous savez, il y a également des activités qui sont liées à sa fixation sur les récepteurs bêta, notamment bêta 1. Là où la différence se situe, c'est principalement là-dessus et sur le débit cardiaque. Et effectivement, compte tenu du fait que la phényléphrine est un médicament qui est alpha pur, ça va principalement faire une chose, c'est augmenter les résistances vasculaires systémiques, donc augmenter la post-charge, mais également, possiblement, augmenter la résistance au retour veineux. On parlera de retour veineux un tout petit peu après. Et si on diminue le retour veineux, parce que la résistance au retour veineux augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on augmente la post-charge, on diminue le retour veineux, et donc effectivement ça se traduit par une diminution du débit cardiaque, qui n'est que rarement, on peut l'observer avec la noradrénaline, mais elle est quand même moins fréquemment observée du fait de l'action bêta du produit. Donc ça veut dire quoi? Encore une fois, ça veut dire que si vous faites le choix de l'utilisation de la phényléphrine, ça rend pour moi obligatoire l'utilisation d'un monitorage du débit cardiaque, parce que là pour le coup sinon vous êtes certain de passer à côté de l'information, ou alors à considérer que chaque administration de phényléphrine s'accompagne d'une diminution de débit cardiaque qu'il va falloir que vous corrigez d'une autre façon, mais ça peut être une autre façon d'appréhender le problème. En tout cas, sachez que la phényléphrine, de façon très systématique ou de façon très large, vous fera baisser le débit cardiaque, ce d'autant que vous n'évaluez pas non plus la précharge cardiaque dépendance de vos patients. Et évidemment, l'effet de réduction du débit cardiaque induit par la phényléphrine est évidemment conditionné par la position des ventricules du patient sur la courbe de Frank-Starling. Donc des propriétés pharmacologiques qui sont différentes et un profil qui, de mon point de vue de la noradrénaline, qui le rend plus adapté au cahier des charges du bloc opératoire en tout cas. Alors ça, c'est ma sauce personnelle. Vous n'êtes pas évidemment obligé de faire comme moi. Moi, j'ai fait le choix de travailler avec de la noradrénaline diluée à la concentration de 10 microgrammes par millilitre. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'utiliser cette préparation ou cette concentration-là. Ce qui me semble en revanche indispensable, c'est que vous définissiez dans le centre dans lequel vous exercez, avec vos collègues en équipe, la concentration de produits à laquelle vous entendez travailler, et qu'il n'y ait pas une disparité des dilutions,
Parce que ça, c'est une source d'erreur énorme. Si votre collègue fait 10, que vous faites 20 et qu'un troisième fait 30, ou 40 ou 50, au finish, plus personne ne sait ce qu'il y a dans la seringue, et ça conduit à des erreurs qui peuvent être extrêmement préjudiciables pour les patients. Donc nous, on a fait ce choix-là de travailler avec de la 10 microgrammes par millilitre. On l'a protocolisé au niveau institutionnel, donc on s'est entendu avec les pharmaciens et la Comédime, c'est donc au niveau de l'établissement, c'est de la 10 microgrammes par millilitre qui est administrée. Alors juste attention, hein, on parle bien de noradrénaline tartrate et pas de noradrénaline base. Vous savez que dans une ampoule de noradrénaline de 8 mg, c'est 8 mg de noradrénaline tartrate, il y a 2 fois moins de noradrénaline base dans l'ampoule. Donc attention à la façon dont on s'exprime aussi. Ce n'est pas la même chose de travailler avec une formulation ou avec une autre. Et puis voilà le type de tableau qu'on propose. Donc ça c'est pareil, c'était joint au produit, à la dilution du produit. Et donc c'est la vitesse de perfusion de départ de la perfusion de noradrénaline, en tout cas que l'on propose. Vous voyez que pour avoir par exemple une concentration de 0,05 gamma kilo minute chez un patient de 70 kg, ben, il suffit de savoir qu'on attaque sa perfusion à 20 ml/h, mais ça ne vaut évidemment que pour de la noradrénaline qui est diluée à la concentration de 10 microgrammes par millilitre. Alors quel objectif thérapeutique? L'objectif thérapeutique, il va être de fait très variable, puisque ça va dépendre du patient, ça va dépendre de la situation clinique. En tout cas, est-ce qu'il y a un intérêt à vouloir en tout cas supra-maximaliser ou supra, je sais pas quoi, augmenter les objectifs de pression artérielle de façon systématique chez tout le monde? La réponse est probablement pas beaucoup plus au bloc opératoire qu'en réanimation. En réanimation, vous savez que ça a été testé, ça ne marche pas. Ça a été testé en chirurgie et ça semble ne pas marcher non plus. Dans cette étude, vous voyez pratiquement 500 patients de chirurgie non cardiaque, patients qui avaient un risque cardiovasculaire qui était conséquent, et donc les patients étaient randomisés pour recevoir une stratégie dans laquelle la pression était maintenue au-dessus de 60 mm de mercure, donc petite pression, enfin petite cible ou cible basse, et un autre groupe pour lesquels la pression artérielle moyenne était maintenue au-dessus de 75 mm de mercure. Et dans ce travail, ils n'ont retrouvé absolument aucune différence entre les patients recevant le bras A ou le bras B sur les objectifs, notamment sur le critère principal de jugement qui était un critère composite, mais pas non plus de différence sur de la dysfonction d'organes, que ce soit du cœur ou du rein. Donc augmenter la pression artérielle chez tout le monde en la mettant au-dessus de 75 mm de mercure n'a probablement pas beaucoup de sens, ce qui ne veut pas dire que dans le collectif des patients randomisés dans le bras 75, il n'y en avait pas certains pour lesquels ça avait pu marcher, mais c'est le problème des études randomisées contrôlées. On avait formulé une hypothèse inverse, en tout cas différente à l'époque, en se disant que peut-être que la logique, c'était non pas de se fixer le même objectif chez tout le monde, mais finalement d'individualiser la cible aux besoins réels du patient. L'idée étant, encore une fois, que certains patients fonctionnent habituellement dans leur vie de tous les jours à des valeurs élevées de pression, d'autres à des chiffres plus bas de pression, et donc de se fixer un objectif unique qui serait commun à tous les patients n'a pas beaucoup de sens. Et donc on s'était mis on avait initié une réflexion autour de comment faire ça, et donc on avait décidé d'individualiser la cible de pression artérielle, et on l'a comparé, cette stratégie, à une approche plus conventionnelle qui est celle finalement de traiter l'épisode d'hypotension quand l'épisode d'hypotension survient. Et effectivement dans ce travail on avait montré, comme ça a été rappelé, une différence notamment sur le critère principal du jugement qui était un critère composite, et également des différences notamment sur la survenue de dysfonction rénale en post-opératoire, qui était un premier argument en faveur c'est pas probablement le même objectif de pression qu'il faut se fixer chez tout le monde, mais probablement se fixer des objectifs individualisés, en tout cas personnalisés aux besoins des patients. Ça a été testé par d'autres équipes dans d'autres contextes, en utilisant d'autres stratégies. Ça, c'est une équipe, vous voyez, sur un collectif un tout petit peu moins important de patients, mais qui a formulé l'idée que peut-être ça serait assez élégant de se placer sur intégrer les données de la courbe d'autorégulation, et notamment de l'autorégulation au niveau cérébral, parce qu'ils avaient un objectif d'évaluation du délirium. Donc ils se sont dit, si on se place au-dessus, si on utilise les informations de la courbe d'autorégulation préopératoire, peut-être qu'en se fixant des objectifs qui sont calqués aux besoins du patient, on va avoir moins de délirium en post-opératoire. Et donc ils ont fait ça grâce à du Doppler transcrânien. Ils évaluaient quel était l'index de vélocité moyen patient par patient au niveau de la cérébrale moyenne, et ils se fixaient un objectif de pression artérielle moyenne qui était adapté à la situation clinique de chaque patient. Et ils le comparaient avec une stratégie très conventionnelle de maintien de la pression artérielle moyenne, vous voyez, aux alentours ou au-dessus de 60 mm de mercure. Ils ont montré quoi? Que ça réduisait de façon assez significative le délirium en post-opératoire. Et donc il y avait également cette idée d'individualisation de la cible de pression artérielle à un objectif clinique qui était évidemment
définie patient par patient. Et donc peut-être que dans l'avenir, il nous faudra réfléchir à comment faire ça plus simplement. Je ne suis pas sûr que l'option, ça soit de faire du Doppler transcrânien chez tout le monde en préopératoire, mais c'est une piste à creuser en tout cas. Alors l'avantage de cette petite concentration de noradrénaline, mais comme les concentrations plus importantes, c'est qu'elle peut assez simplement être administrée également sur une voie veineuse périphérique, à la condition évidemment que vous ne fassiez pas passer autre chose sur la même voie veineuse périphérique, et qu'il n'y ait pas de bolus, parce que sinon vous faites des bolis de noradrénaline, et quand bien même il s'agit de noradrénaline diluée à la concentration de 10 microgrammes par millilitre, vous allez avoir des à-coups tensionnels, et chez les patients fragiles, ce n'est pas forcément souhaitable. En tout cas, quand on interroge la littérature sur est-ce que finalement on a beaucoup de complications rapportées à l'utilisation de noradrénaline administrée sur une voie veineuse périphérique, on est plutôt rassuré. Et vous voyez que dans ce travail, il rapportait un risque de complication de 1 à 8 tous les 10 000 patients. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de complications, mais le risque de complication, il ne semble pas très important, notamment quand on considère le risque d'extravasation. Bon, ce n'est pas une petite complication, mais enfin, ce n'est pas non plus une complication gravissime que d'avoir une extravasation du produit. Mais bon, voilà, vous avez une estimation à peu près, donc 1 à 8 patients tous les 10 000. Et quand on regarde des complications un peu plus sévères qui relèveraient d'une intervention chirurgicale ou médicale un peu conséquente, le risque il est estimé à 0 ou 2 événements tous les 10 000 patients. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, et que très objectivement, on peut raisonnablement utiliser de la noradrénaline en administration périphérique sans avoir de crainte particulière d'être très délétère pour le patient. Enfin, on arrive au dernier point, mais comme vous l'avez compris, j'ai un parti pris qui est qu'il faut monitorer beaucoup plus systématiquement en tout cas qu'on ne le fait aujourd'hui. La question c'est comment et pourquoi faire ça. Alors, je ne suis pas totalement en phase avec Marc-Olivier quand il dit que dans une situation donnée, notamment de post-induction, il vaut mieux utiliser du remplissage ou faire un bolus de fluide qu'administrer un vasopresseur. Notamment parce que dans cette phase d'induction anesthésique, ce que l'on produit, c'est essentiellement de la vasoplégie, et que jusqu'à preuve du contraire, je ne traite pas, moi en tout cas, une vasoplégie avec du remplissage vasculaire, même si ça peut marcher. Et puis l'autre argument aussi, c'est parce que le vasopresseur peut avoir un effet de mobilisation du sang, notamment contenu dans les territoires veineux, notamment par une augmentation de la pression systémique moyenne. Et donc ça nous amène à considérer 2 secondes cette affaire de retour veineux. Et le retour veineux, vous savez que c'est le rapport du gradient moteur qui est défini par la pression systémique moyenne moins la pression auriculaire droite. Rappelez-vous de la toute première diapo que je vous ai présentée sur la pression de perfusion moyenne, pression en amont, pression en aval. La pression en aval, c'est cette affaire, la différence entre la pression systémique moyenne moins la pression auriculaire droite, que l'on rapporte à la résistance du retour veineux. Donc ça, c'est une courbe de retour veineux, courbe classique de retour veineux. La pente de cette courbe définissant la résistance au retour veineux. Et l'intersection de la pente de la courbe avec la ligne d'abscisse, qui est la pression auriculaire droite ou la pression veineuse centrale, ça définit la pression systémique moyenne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si ce point-là va là, on augmente la pression systémique moyenne. Si on augmente la pression systémique moyenne, on augmente le numérateur, et donc on augmente le retour veineux. Mais si on joue sur la pente du retour veineux, donc sur la résistance du retour veineux, on peut aussi avoir un impact direct sur le retour veineux lui-même. Et c'est exactement ce que fait la phényléphrine. La phényléphrine, elle modifie la pente de résistance du retour veineux. Et si on augmente la résistance au retour veineux, de fait, on diminue le retour veineux. Si on diminue le retour veineux, de fait, on diminue le débit cardiaque. Et il est possible de jouer là-dessus avec les vasopresseurs. On peut le faire avec la phényléphrine, et on le fait effectivement aussi avec la noradrénaline. Donc vous avez ce qui se passe, donc là sont superposées des courbes de retour veineux, vous voyez dans différentes situations cliniques, superposées avec des courbes de fonction cardiaque, donc des courbes de Starling. On va pas rentrer dans le détail puisque le temps passe, mais peu importe, vous voyez ce qui se passe avec un vasopresseur qui est un alpha pur, donc typiquement la phényléphrine, et ce qui se passe avec un vasopresseur qui dispose également d'une activité inotrope, donc parce que action sur les récepteurs bêta, donc typiquement de la noradrénaline. Et bien avec de la noradrénaline, quand on s'en tient à la noradrénaline seule, la noradrénaline, dans certaines situations, va pouvoir se traduire effectivement par une augmentation du débit cardiaque, parce que ça va se traduire par une augmentation de la pression systémique moyenne avec une augmentation modérée de la résistance au retour veineux, alors que dans d'autres circonstances, on a une augmentation certes de la pression systémique moyenne, mais une augmentation très importante de la résistance au retour veineux, l'ensemble conduisant à quoi? Conduisant à une diminution du retour veineux et donc à une diminution du débit cardiaque. Et donc la noradrénaline aussi peut faire chuter le débit cardiaque.
ok, comme la phényléphrine le fait, à la différence près que la phényléphrine ne dispose pas, elle, de propriétés bêta+. Ce qui veut dire quoi? Bah que, avec la noradrénaline, comme avec la phényléphrine, si on fait le choix d'utiliser ce médicament particulièrement en perfusion continue, on est dans l'obligation de vérifier ce qui se passe au niveau du débit cardiaque. Sinon, on expose le patient, certes, à un niveau de pression artérielle qui nous satisfait, mais en mésestimant le risque de modification de son débit cardiaque. Et si le débit cardiaque n'est pas adapté, quand bien même on a un objectif de pression artérielle qui est satisfait, on génère un risque de dysfonction d'organes en post-opératoire. Alors quand on prend la totalité des données aujourd'hui disponibles dans la littérature, d'études qui ont manipulé des produits vasoactifs, vasopresseurs et ou inotropes. Alors déjà, la première information, c'est qu'il n'y en a pas des centaines d'études dans la littérature, en tout cas d'études randomisées contrôlées, 24 dans cette méta-analyse, et qu'on s'intéresse plus spécifiquement aux études qui ont utilisé un vasopresseur inclus dans un programme avec des objectifs thérapeutiques précis. Bah, il y en a encore moins, vous voyez qu'on a une petite dizaine d'études au total. Et quand on regarde ces études, en fait, toutes, elles incluaient également un protocole d'optimisation du remplissage vasculaire, c'est-à-dire que toutes ces études avaient en parallèle, c'est vrai pour l'étude INPRESS, mais c'est vrai pour les autres aussi, mis en place une stratégie permettant de vérifier le besoin en fluide d'une part, mais également, grâce au monitorage mis en place, que le patient répondait objectivement au bolus de liquide qui lui était administré, et ils arrêtaient d'administrer des fluides dès lors que ceci ne marchait pas. Et donc l'un n'est pas dissociable de l'autre, et quoi que l'on en pense, on a besoin des deux en parallèle. Marc-Olivier vous a présenté rapidement cette étude, qui est assez éclairante, hein, et je crains malheureusement que si on était amené à faire la même évaluation en France, on ait des résultats globalement superposables. De fait, nos pratiques de gestion des apports liquidiens ont évolué, on diminue de façon significative, et on a peut-être raison de le faire, hein, de diminuer les quantités de fluide par rapport à ce qu'on nous avait appris à faire quand on était plus petit. Donc effectivement, on administre moins aux patients. C'est assez marrant, là je ne vous le présente pas, mais d'ailleurs le volume total de cristalloïdes baisse. On s'aperçoit aux États-Unis que le volume total de colloïdes, notamment d'albumine, administré augmente. Donc ça veut dire que les docteurs, au moins en Amérique du Nord, ont remplacé une partie des cristalloïdes par de l'albumine. Je ne sais pas si c'est pareil en France. Toujours est-il que ce qui est factuel, c'est que l'incidence des insuffisances rénales, alors qu'on imaginait qu'elle baisserait, elle augmente. Donc ce n'est pas uniquement lié aux typologies de soluté, c'est aussi à la façon dont on compense cette baisse de soluté par un surcroît peut-être d'administration de vasopresseurs. Et si vous allez regarder cette étude, en fait, les objectifs de pression artérielle, ils sont globalement mieux assumés maintenant qu'ils ne l'étaient il y a quelques années en arrière. Il y a moins d'épisodes d'hypotension parce que les docteurs nord-américains font plus attention à la pression artérielle. Donc quand on regarde la fréquence des événements hypotoxifs, il y en a moins en 2019 qu'il y en avait dans les années précédentes. Mais malheureusement, comme je vous l'ai montré juste avant, il y a un peu plus d'insuffisance rénale par ailleurs. Et donc, grosso modo, ça veut dire quoi? Qu'on est passé d'une stratégie où on administrait des sauts de remplissage vasculaire sans peut-être faire suffisamment attention à la pression artérielle, à un effet balancier totalement opposé, où on a restreint les apports liquidiens, et maintenant on se met à balancer des sauts de vasopresseurs, tout ça se faisant bien évidemment sans aucune forme de monitorage, et que ce soit dans un cas ou dans l'autre, quand on fait ça, on ne fait que générer de la morbidité, et c'est pas ça qu'il faut faire. Et donc pour conclure, sur la noradrénaline elle peut être assez facilement et assez simplement utilisée au bloc opératoire. Le petit sondage du début de présentation semble attester du fait qu'aujourd'hui c'est quand même une pratique qui est assez large dans les blocs opératoires. Ça peut être administré, c'est assez commode sur une voie veineuse périphérique à condition qu'elle soit dédiée. Je fais partie de ceux qui pensent que la noradrénaline, quand on l'utilise, doit être utilisée en perfusion continue. Je ne suis pas un pro et un fervent défenseur du bolus de noradrénaline, parce que c'est très difficile de savoir la quantité exacte dont le patient va avoir besoin, à moins que vous titriez oui, les bolus successifs. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sécurisé de le faire en perfusion continue. Ça impose de se fixer des objectifs thérapeutiques, évidemment de pression artérielle, mais pas que. Et encore une fois, rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de présentation, la pression et le débit sont indissociables, et ce n'est pas parce que vous avez une pression satisfaite que le débit est adapté, et donc il nous faut pouvoir monitorer les deux. Je fais partie de ceux également qui plaident pour un monitorage plutôt continu que discontinu.
Et enfin, un dernier point qui est un élément, je pense, important, qui est un élément de sécurité pour les patients, afin d'éviter les erreurs dans les services, c'est définissez, si vous avez la possibilité, un protocole de service autour de ces affaires-là. Il ne me reste plus qu'à remercier très chaleureusement le MAPAR, son comité d'organisation et son comité scientifique pour l'invitation. Si vous voulez télécharger la présentation, il vous faut flasher le petit QR code et toutes ces diapositives sont disponibles en ligne. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour les questions.